Bonsoir à tous, bienvenue sur Vox Africa, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Intelligence du Monde. Nous poursuivons ce soir notre série consacrée à la guerre économique, à la faveur de cet ouvrage que vient de commettre le docteur Maurice Simodjom, justement intitulé « La guerre économique ». Docteur Simodjom, bonsoir. Bonsoir Jules. Merci d'être à nouveau sur ce plateau pour cette troisième émission de cette série. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui reste suffisamment d'actualité. En premier lieu, nous parlerons de cette fameuse guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, une guerre qui a été accentuée et exacerbée avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir aux États-Unis. Tout à fait. Alors, M. Trump, à son arrivée à la Maison-Blanche, a posé un diagnostic très simple en se basant sur la balance commerciale des échanges entre les États-Unis d'Amérique et la Chine. Les États-Unis d'Amérique vendent pour 130 milliards en 2017 et achètent pour 503 milliards, ce qui fait un déficit, de 375 milliards. Trump estime que c'est trop et qu'il faut corriger. Et tout de suite, il énumère des accusations. Première accusation, la Chine n'achète pas suffisamment. Deuxième accusation, la Chine profite de sa situation sur le marché intérieur pour imposer des partenaires locaux à des investisseurs étrangers, ce qui aboutit à des transferts de technologie indus. Donc, ce qui aboutit aussi à un vol de technologie. Pour expliquer ça de manière très simple, parce que c'est très important pour nos téléspectateurs, en fait, le fait que pendant des années, les multinationales, des grandes compagnies, des grandes firmes sont allées en Chine, s'implanter, recherchant une main-d'œuvre moins chère, a permis à la Chine, puisque ce sont les Chinois qui travaillaient dans ces entreprises-là, de voler la technologie. Oui, ça, et de pouvoir se mettre dans la suite, dans la posture de fabricant. La Chine a été maligne parce que la clause de transfert de technologie s'est retrouvée dans la plupart des contrats passés avec les multinationales étrangères. Et les multinationales étrangères, notamment les américaines et les européennes, ne voyaient pas la conséquence dans le court, dans le moyen et le long terme. Pendant 25 années, le commerce était profitable pour les pays qui avaient délocalisé, les industries européennes et américaines qui avaient délocalisé et qui bénéficiaient d'une main-d'œuvre à bas coût. Mais sauf qu'entre-temps, la Chine a utilisé des clauses de transfert de technologie pour se mettre à niveau, pour monter en grade. Aujourd'hui, il s'avère que la Chine a déjà, elle aussi, acquis un certain nombre de technologies qui lui faisaient défaut par le passé. Donc, on peut avoir des entreprises en Chine qui concurrencent Apple, notamment Huawei. On peut avoir des entreprises qui concurrencent General Motors, justement. Donc, ce n'est plus seulement les Européens ou les Américains qui produisent en Chine, il y a également des Chinois qui produisent en Chine. C'est pour cette raison que lorsque le commerce était déficitaire et que les Américains ne se plaignaient pas beaucoup parce que c'est leurs entreprises qui produisaient en Chine. Bien sûr. Aujourd'hui, le problème, c'est que ce n'est plus seulement leurs entreprises. Donc, quand on a 375 milliards de déficit, là-dedans, il y a un déficit. Le déficit le plus important, c'est celui qu'on doit aux entreprises chinoises. Donc, c'est des dollars qui font repartir en Chine. Justement. Alors, est-ce que la colère de Donald Trump, selon vous, est justifiée? Parce qu'il est vraiment très remonté vis-à-vis de la Chine. Est-ce que cette colère est justifiée? Est-ce qu'ils ne se plaignent pas de leur propre turpitude? Parce qu'ils sont allés chercher en Chine la main-d'œuvre moins chère parce qu'ils voulaient dominer le commerce mondial. Et aujourd'hui, que la Chine a réussi à inverser la tendance, les États-Unis sont, notamment Donald Trump, est dans une colère inexplicable. On peut dire que ce qui devait arriver est arrivé en réalité. La mondialisation ne peut pas profiter à la même personne tout le temps. Pendant très longtemps, la mondialisation a profité à ceux qui l'avaient enclenchée, notamment les États-Unis d'Amérique et l'Europe. Pourquoi? Parce qu'ils maîtrisaient la technologie et qu'ils avaient la possibilité de dominer le libre-échange. Mais depuis un certain temps, nous voyons la Chine qui monte en grade. Nous voyons même des pays tels que l'Éthiopie, nous voyons des pays tels que le Vietnam, qui aussi sont en train d'apprendre la technologie et qui peuvent désormais produire eux-mêmes et concurrencer des multinationales étrangères. Donc, tant que la mondialisation, tant que le libre-échange profitait aux États-Unis d'Amérique, eh bien, l'Amérique trouvait que le libre-échange est un jeu à somme positive. Aujourd'hui, que les autres font une remontée en grade, cela justifie des plaintes de leur part. Mais il fallait bien s'y attendre. Un jour ou l'autre,
si l'Afrique se met également à apprendre la technologie, à imposer des clauses de technologie, à travailler sur l'innovation. Mais c'est ce qu'il faut faire. Vous vous dites si, c'est ce que l'Afrique doit faire. Oui, c'est parce que les Africains ne le font pas. Pas Dans tous. la grande majorité. Dans la grande majorité, oui. certainement, mais on a des pays marchés quand comme même qui... l'Éthiopie, qui a réussi le tout de protéger des secteurs stratégiques de son économie, tels que la banque, la finance, les assurances et la grande distribution, pour permettre aux capitaines d'industrie locaux de s'aguerrir et de maîtriser l'activité. Un jour ou l'autre, ils ouvriront, mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Donc, les leçons que nous pouvons tirer, c'est que la mondialisation, le libre-échange ne profitera pas seulement à un seul pays. Le pays qui en profite, ce sera pour 20 ans, 25 ans, parce que la roue va tourner. Aujourd'hui, la Chine est le principal bénéficiaire du libre-échange parce qu'elle s'est donné les moyens pendant 25 ans d'accepter des salaires bas, d'apprendre la technologie et de monter en grade. Donc voilà le problème. Alors, il y a plusieurs choses qui sont reprochées à la Chine par Donald Trump, notamment le fait de subventionner les entreprises. C'est-à-dire, pour Donald Trump, il y a un problème parce que la Chine subventionne certaines de ses entreprises. La subvention peut être directe, mais elle peut également être indirecte. Bien sûr. Les entreprises américaines ne bénéficient pas d'une subvention directe parce que le système est libéral, mais il y a des systèmes de protection, notamment l'American Act et la Buy American Act. Ce sont des dispositifs qui existent, vous pouvez télécharger ces règlements sur Internet et qui réservent pour le premier 40% du marché, des marchés publics aux PME américaines dans certains secteurs, c'est-à-dire à compétences et à offres égales. Lorsque vous êtes une entreprise étrangère, vous n'avez pas la possibilité de remporter un marché public parce que les PME américaines sont vos concurrentes. Donc ça, c'est une forme de subvention qui ne dit pas son nom. Bien sûr. Donc ça veut dire que le reproche de Trump n'est pas suffisamment fondé. Le reproche de Trump n'est pas fondé parce qu'en réalité, c'est le perdant d'aujourd'hui qui veut trouver les moyens de refréner, de maîtriser la montée en grade de celui qui est le gagnant d'aujourd'hui. Alors, ce qui peut être paradoxal, c'est qu'on entend Trump faire ce reproche à la Chine, et l'un des autres reproches qu'on fait à la Chine, c'est de réserver les marchés publics chinois aux entreprises chinoises. Les États-Unis d'Amérique font pareil. Le secteur des travaux publics, le secteur de la logistique, tous ces secteurs sont protégés par Buy America et Buy American Act, qui disent clairement que les entreprises américaines sont prioritaires et les pourcentages vont jusqu'à 40%, comme je vous l'ai dit. Donc, le protectionnisme des marchés publics est exercé de part et d'autre. Celui qui utilise le protectionnisme de l'autre est en réalité celui qui est en mauvaise posture et qui voudrait s'attirer la sympathie. En réalité, Trump le fait davantage pour des raisons électoralistes. Vous savez que les élections approchent. Bien sûr. Trump essaye de se positionner comme le défenseur des intérêts américains. Et ça peut marcher. Et il faut dire, contrairement à ce qu'on pensait au début de son mandat, il est en train de faire des résultats plutôt positifs. Un taux de chômage très bas, un niveau de croissance assez acceptable. On ne pariait pas beaucoup sur Trump au départ. Les résultats sont cycliques, c'est-à-dire qu'on peut avoir des bons résultats en 2018 qui ne sont pas le fruit des décisions prises en 2018. Mais c'est lui qui en profite. Ça, c'est possible. De toutes les façons, il en profite. Mais sur le long terme, la guerre commerciale avec les États-Unis, avec la Chine, cause des dégâts, notamment l'inflation aux États-Unis, où le plus grand distributeur, Walmart, qui a 23% de produits achetés en Chine, est en train d'augmenter les prix. Donc, il y a l'inflation, il y a le chômage, il y a la baisse de la croissance. Tout ça, la Chine encaisse aussi les mêmes conséquences. Mais ce qui est sûr, c'est que d'un moment à l'autre, après l'élection, qu'il ait gagné ou pas, cette guerre doit s'arrêter parce qu'elle est intenable sur le long terme. Alors, l'une des choses qui revient beaucoup, et j'aimerais qu'on en parle, c'est le pillage des technologies. On accuse beaucoup la Chine. Et il y a une idée, j'ai envie de dire, mondialement reconnue, qui présente la Chine comme étant le pays de la contrefaçon, le pays où on vole les brevets, le pays où, justement, on copie tout et pas toujours aussi bien. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela?
La Chine n'est pas un pays, ça ce sont des idées reçues. La Chine, c'est un pays qui a appris la technologie comme tout le monde. L'histoire du capitalisme, l'histoire de l'innovation a montré qu'on ne transfère pas la technologie. La technologie, on se l'approprie. On la vole. Oui, bon. Vous avez envie de rester politiquement correct, mais disons les choses comme, pour que ceux qui nous comprennent, vous n'attendrez pas que quelqu'un vous transfère sa technologie. On a vu l'Angleterre aller voler le secret du thé en Chine au XVIIIe siècle. Donc ça, c'est des choses qui sont connues. On ne peut pas attendre que qu'un pays qui est votre concurrent dans le libre-échange vous donne la technologie. Donc la Chine, elle a choisi le bas coût. Donc, les prix faibles pour inonder le marché. Donc, elle a plusieurs gammes. Il y a les faibles gammes, il y a les moyennes de gamme, et puis il y a la grande gamme. Donc, c'est en fonction de celui qui va acheter. Donc, la Chine, en outre, a imposé ce qu'on a appelé donc, les clauses de transfert de technologie. Vous allez nous vendre les avions Airbus, nous allons les acheter, mais à condition que vous nous livriez un certain nombre d'avions en pièces détachées. Nous allons nous-mêmes les assembler. Et Airbus est dans des besoins. Il faut écouler les produits fabriqués. Ouais. Airbus va accepter, Boeing de même, et livrer des avions en pièces détachées. La Chine va dire, les Chinois vont dire, vont rassembler les ingénieurs et débrouillez-vous pour que ces pièces-ci soient assemblées et qu'on ait un avion. Donc voilà comment, pendant 20 ans, 25 ans, la Chine a déconstruit la technologie et l'a reconstituée. Donc, ce qu'on appelle le vol de technologie, c'est beaucoup plus cette clause qui impose que des investisseurs étrangers admettent au sein de leur capital des investisseurs locaux. Et ces investisseurs locaux bénéficient des brevets apportés par les investisseurs étrangers. Et Donald Trump estime que ça, c'est déloyal et que des entreprises, des investisseurs étrangers devraient être libres d'investir en Chine sans qu'il leur soit imposé de s'associer à des investisseurs chinois. Alors aujourd'hui que la Chine a atteint quasiment le même niveau de technologie, sinon plus, elle peut accepter justement de revenir sur ces clauses puisqu'elle n'en a plus véritablement besoin aujourd'hui. Elle a même plutôt besoin de se protéger parce que sur le plan de la technologie, il y a des secteurs où la Chine a déposé plus de brevets que les entreprises américaines. Je prendrais la 5G, où Huawei est le premier, est le deuxième dépositaire des brevets de la 5G avec plus de 960 brevets derrière Samsung. Or, il n'y a pas d'entreprise américaine dans le classement, le top 3. Le troisième, c'est Ericsson avec 600 brevets. Donc, aujourd'hui, la Chine a tellement travaillé, elle a tellement investi dans l'innovation que elle doit même plutôt se protéger de ceux qui voudraient venir profiter de ces technologies. Alors, selon vous, quel peut être l'issue de cette guerre entre la Chine et les États-Unis, la guerre commerciale? Qui va la gagner selon vous? Parce qu'il faudra à un moment donné que l'une des deux puissances capitule. Personne ne va gagner cette guerre commerciale. Tout le monde la perdra. Il n'y a personne qui peut gagner une guerre commerciale. C'est une routine. D'un côté, les États-Unis d'Amérique vont hausser les droits de douane. De l'autre, la Chine va répliquer, soit en haussant les droits de douane comme en 2018, soit en baissant le taux directeur de la Banque centrale de Chine, la Banque populaire. Ce sera... ils vont se regarder en chien de faïence, mais entre-temps, les négociations vont continuer. Et c'est ce que nous avons appelé la compétition comme un critère de caractérisation de la guerre économique. Nous n'avons pas affaire à des ennemis, nous avons affaire à des partenaires qui négocient en marge du sommet du G8 au Japon. Le mois prochain, c'est-à-dire en juin, Donald Trump va rencontrer Xi Jinping. Il y aura une rencontre au sommet et ils vont parler de toutes ces questions. Mais cela n'empêche que chaque parti défende ses intérêts et au risque d'aller jusqu'au bout de tout ce qu'on peut appeler une guerre des nerfs. Mais tôt ou tard, il va falloir conclure un accord, même si c'est un accord qui ne sera pas respecté. Mais visiblement, rien ne changera. La Chine est une grande manufacture. Elle continuera de produire et elle est à mesure de dévaluer davantage ses coûts de production parce que ces dernières années, les coûts de production se sont réévalués, notamment les salaires et l'énergie, du fait de la montée d'une classe moyenne. Mais la Chine est en mesure de
baisser encore davantage les coûts de facteurs parce qu'elle ne peut pas travailler sur le levier monétaire, étant donné que les investisseurs vont sanctionner une baisse des taux de yuan. Donc la Chine va préférer baisser les coûts de facteurs, quitte à faire face à la grogne populaire. Mais toujours est-il qu'elle est prête sur 1 an ou 2 à tenir tête aux États-Unis d'Amérique. Alors, les dommages collatéraux, parce que quand deux grands s'affrontent, ça impacte forcément sur les autres. Quels peuvent être les dommages pour les autres de cet affrontement entre la Chine et les États-Unis? L'Union européenne subit la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis d'Amérique. L'Afrique aussi, parce que de toutes les façons, la croissance est en baisse en Chine, étant donné que le marché américain est un grand marché pour la Chine. La Chine ne pouvant plus vendre autant, parce que les chiffres vont baisser. Les chiffres vont baisser. La Chine ne pouvant plus vendre autant, elle ne produira plus suffisamment, parce que l'industrie du monde compte à les yeux tournés vers la Chine. Donc plus la Chine produit, mieux le commerce international se porte, parce qu'elle produit à bas coût et elle vend partout. Ce qui fait qu'il y a un problème, la croissance mondiale, des statistiques ont été établies et on s'est rendu compte que sur 1 an, il y a eu une baisse de la croissance mondiale due au fait que la Chine n'arrive plus à produire au niveau qu'elle avait atteint par le passé. D'accord. Alors, parlons maintenant vous avez évoqué ça tout à l'heure, le conflit technologique et notamment cette fameuse affaire de 5G. On a vu récemment le président américain interdire aux sociétés américaines de recourir à Huawei pour la 5G. Alors, comment vous comprenez cette décision de Donald Trump, qui est quand même une décision très forte? Et il a invoqué une question de sécurité, d'urgence sécuritaire pour justifier sa décision. Bon, selon toutes les apparences, Donald Trump accuse Huawei d'être de connivence avec le gouvernement chinois. Comme quoi, Huawei laisse une porte numérique dérobée dans les équipements, les téléphones et puis les serveurs, pour que le gouvernement chinois espionne tous les utilisateurs de ces équipements. Ça, ce sont les accusations de Trump. Mais dans la réalité, il y a au moins 2 raisons qui nous poussent à douter de la légitimité, de la sincérité de ces accusations. La première chose, c'est que nous nous rappelons avec Edward Snowden les accusations qui avaient été émises à l'encontre de Cisco. Bien sûr. Et puis qui laisserait, pour la première fois, quand on a entendu parler des portes numériques dérobées, c'était au sujet de Cisco. Les services secrets américains avaient laissé une porte dérobée dans des équipements de Cisco qui étaient vendus en Europe et dans le monde entier pour que l'espionnage des utilisateurs soit possible. Donc, s'il est question d'espionner, eh bien, on va dire que la Chine, Huawei, n'a pas l'apanage de l'espionnage. D'ailleurs, Huawei s'en défend. Elle a d'ailleurs ouvert un centre de cybersécurité en Belgique pour présenter des codes sources et rassurer le monde entier. L'autre raison, c'est que Huawei a considérablement, nous l'avons dit tantôt, investi dans la 5G. Et aujourd'hui, c'est le leader de la 5G avec des parts de marché mondiaux de l'ordre de 38%, avec des brevets qui avoisinent les 1000. Donc là, Huawei, comme on peut le dire souvent dans le langage populaire, Huawei est prêt. Malheureusement, Verizon n'est pas prête. Et c'est là où intervient... Verizon qui est le concurrent américain de Huawei, qui est une entreprise américaine. Donc, Huawei est prête, Verizon ne l'est pas. L'Amérique, Donald Trump, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut gagner du temps. Il veut bloquer Huawei pour donner la possibilité à ses concurrents, aux concurrents de Huawei qui sont américains, de monter en grade, de maîtriser la 5G, pour pouvoir être en mesure de tenir tête sur le plan international, parce qu'il ne s'agit pas seulement du marché américain. Bien sûr. Étant donné que Donald Trump menace également de représailles tous ses partenaires et alliés européens qui achèteront les équipements de Huawei. Oui. Il faut dire aujourd'hui que la position de Donald Trump ne fait pas l'unanimité. On a suivi le président français Emmanuel Macron qui visiblement ne veut pas suivre la voie de Donald Trump. Parce que comme vous le dites si bien, les analystes estiment que Donald Trump veut gagner parce que les Américains ont besoin de 2 ans pour arriver au niveau de Huawei. Donc il essaye de faire du dilatoire avec cette affaire d'espionnage pour gagner du temps, l'histoire de permettre à l'entreprise américaine d'arriver au niveau de Huawei. Mais rapidement, on se rend compte que tout le monde n'est pas de cet avis et que les Européens, visiblement,
vont aller avec Huawei. Pourquoi? Alors, les Européens vont dealer avec Huawei pour la simple raison qu'ils se souviennent très bien que Cisco les a déjà espionnés. Donc, il n'est pas question de perdre un marché qui a un enjeu si important. On parle d'un marché en termes de milliards, de centaines de milliards d'enjeux. Bien sûr. Voilà. Donc, l'Europe ne peut pas perdre un marché parce que les États-Unis disent que Huawei va les espionner, alors que les États-Unis les ont espionnés par le passé. Parce que les Européens ont eu de la peine à apprendre que les équipements de Cisco avaient été dotés de portes numériques dérobées. Donc, première raison, les Européens, aujourd'hui, ont des raisons de croire qu'il ne faut pas se solidariser des États-Unis d'Amérique. Il faut adopter une position médiane. Donc, dealer avec Huawei, tout en prenant des dispositions pour se protéger. Ouais. Donc, la plupart des pays européens, pour l'instant, sont dans cette optique. D'ailleurs, la Commission de l'Union européenne a clairement fait savoir dans une directive qu'il fallait prendre des dispositions et n'a pas interdit de dealer avec Huawei. Donc, aujourd'hui, la 5G représente un enjeu inédit. La 5G va permettre une connexion ultra rapide et industrielle, parce que c'est plus de 500 milliards de machines qui seront connectées dans le monde. Les immeubles, les feux rouges, les voitures, tout sera connecté. Tout ira très vite. Et les Européens ne peuvent pas se permettre de prendre ces 2 années de retard. D'accord. Alors, pour sortir de cette première partie d'émission, quand on vous écoute, quand on écoute tout ça, les enjeux, on a envie de se demander, et l'Afrique dans tout ça? Alors, l'Afrique, je ne sais pas si l'Afrique a déjà fait le pas de la 3G. Les pays qui ont vraiment la 3G en Afrique se comptent sur le bout des doigts. Ouais. Bon, pour ne pas parler de la 4G, parce que là, c'est compliqué. Mais en termes de 5G, le Maroc a lancé des tests pour la 5G. Je crois l'Afrique du Sud aussi. Ce qui est important, c'est que les pays africains n'ont pas suffisamment investi dans la technologie. Et jusqu'à présent, les technologies viennent toujours en retard. Ouais. On dit que dans les essais, les premiers forfaits de la 5G seront disponibles en 2020, donc dans 1 an. Mais vous allez vous rendre compte qu'en Afrique, ils arriveront peut-être 2 ans après. Donc l'Afrique prendra 2 ans de retard pour expérimenter une technologie qui aura déjà évolué considérablement dans d'autres pays. Et encore juste pour la consommer, parce que ce qui ressort de tout cela, Dr Simojom, c'est que les pays qui réussissent, les grandes puissances, ce sont celles qui investissent dans la recherche et l'innovation. Bien entendu, c'est pour cela que nous recommandons aux pays africains de regarder un tout petit peu de près ce que c'est que la guerre économique et de se demander pourquoi ce sont les mêmes qui caracolent en tête de tous les classements, les nombres de brevets déposés, les grandes universités dans le monde, les innovations, les articles scientifiques publiés, les brevets déposés. Alors pourquoi est-ce que c'est les mêmes? Et pourquoi est-ce que c'est les mêmes qui sont en retard, qui sont sous-développés, qui sont à la traîne, qui consomment? Eh bien, la réponse est très simple. C'est que la conception des relations internationales est romantique d'un côté et de l'autre, elle est réaliste. Nous pensons que la technologie se donne, alors que nous avons vu avec le cas de la Chine qu'elle ne se donne pas. Donc il faut sortir de cette conception romantique, établir un projet de connaissance sur la guerre économique, se l'approprier pour les universités, pour des facultés, pour des grandes écoles, voire pour l'enseignement secondaire, afin que tous les Africains comprennent qu'il n'y a pas de paix économique et que seuls ceux qui comprennent les règles du jeu s'en sortent. D'accord. Merci beaucoup, Dr Simojom, pour cette première partie d'émission. Madame, Monsieur, nous marquons un arrêt et nous revenons pour poursuivre cet échange sur la guerre économique. À tout de suite. De retour sur le plateau de l'intelligence du monde consacré à la guerre économique. Alors, docteur Simojom, nous allons engager une deuxième partie de cette émission consacrée à ce qu'on peut appeler la communication financière. On voit qu'il y a un affrontement dans ce secteur-là, notamment, une fois de plus, on retrouve toujours les mêmes entre les États-Unis et l'Asie. Qu'est-ce qui peut justifier cela? Alors, c'est le champ, outre le champ commercial et le champ technologique,
c'est le troisième champ, la communication financière. C'est le champ méconnu de la guerre économique qui oppose les États-Unis à la Chine ou à l'Asie en général, dans ce cas-ci. Donc c'est un champ qui n'est pas très connu. Même aux États-Unis d'Amérique, quand j'ai parlé de ce sujet à des amis, et ils étaient surpris de voir l'ampleur des faits que je mettais à la disposition du public. C'est d'ailleurs l'objet du premier chapitre du livre, le champ de la communication financière. Pardon. Nous avons constaté depuis 2010 l'émergence d'un nombre de cabinets de recherche financière qui produisent des analyses au sujet des rapports financiers d'entreprises cotées en bourse. Malheureusement, ils ne se contentent pas de produire des analyses. En catimini, ils prennent des options à la baisse sur le titre de ces entreprises. Ils font ce qu'on appelle la vente à découvert. Donc, et c'est là où nous avons compris qu'il y a anguille sous roche. Parce que généralement, les analystes financiers travaillent pour des banques de développement, pour des banques commerciales, pour des banques d'investissement. Et leur travail consiste à conseiller les investisseurs précis en leur fournissant une information pour acquérir des valeurs sur les places boursières. Mais non seulement ces cabinets ont l'art de produire des analyses sur des entreprises, mais en catimini, ces entreprises prennent des positions. Ce qui fait qu'on peut estimer qu'il y a conflit d'intérêts. C'est-à-dire, vous venez dire, cette entreprise se porte mal, elle a maquillé ses comptes, alors que vous êtes en train de provoquer une rumeur dont vous allez profiter parce que vous venez de parier que le coût de la bourse, le coût de cette entreprise, le coût de sa valeur va baisser à la bourse. Donc c'est pour cette raison que nous avons estimé qu'il fallait aller en profondeur. Qui sont ces cabinets de recherche? Qui les a créés? Comment est-ce qu'ils fonctionnent? Quelles sont les entreprises qui sont, comme on le dirait sur le plan figuré, leur proie? Et c'est l'objet de cette enquête qui a fait l'objet. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner justement quelques exemples? Qui sont ces entreprises-là? Quelles sont ces entreprises-là, autant pour moi, et comment est-ce qu'elles opèrent de manière pratique? Alors, la plus connue d'entre elles, c'est Muddy Waters. Muddy Waters signifie les eaux troubles en anglais, les eaux troubles. Alors, c'était un cabinet de recherche financière qui a été créé dans les années 2010 par Carson Block. C'est un analyste financier qui est consultant dans plusieurs chaînes de télévision, y compris Bloomberg et je crois BBC aussi, CNN, pardon. Alors, il est spécialisé dans les rapports des entreprises asiatiques. 95% de ces rapports consistent à éplucher les rapports financiers d'entreprises asiatiques et à conclure que ces entreprises font dans la dissimulation des avoirs fiscaux, soit dans la surévaluation des fonds propres, soit dans la surévaluation des actifs. Et dès la seconde où ils publient leur rapport, le titre est en baisse. Et après, on se rend compte qu'ils avaient pris une option. On a vu Carson Block malmener le titre de Noble Group. On l'a vu essayer Noble Group, une entreprise asiatique qui était basée à la bourse de Singapour et qui a été malmenée à la bourse après la publication du rapport de Muddy Waters. On a également vu Muddy Waters s'en prendre à Olam. Olam, c'est une entreprise singapourienne oui, qui fait dans le négoce des matières de base agricoles. Donc, ça s'est passé un peu différemment. Olam n'a pas aussi souffert que ça, autant que Noble, mais il fallait répliquer en prenant un autre cabinet qui va faire une contre-expertise des chiffres publiés et qui va rassurer les investisseurs et maîtriser la saignée. Or, dans le cas de Noble Group, les choses sont allées tellement vite, étant donné que dans ce cas-là, Noble Group était attaqué non seulement par Muddy Waters, mais également par Iceberg Research, qui est un autre cabinet qui a tiré également des requêtes le même jour et qui ont fait perdre, les deux cabinets de recherche ont fait perdre plus de 27% au titre de Noble Group. Donc jusqu'à nos jours, en 2019, peut-être 4 ans après, Noble Group ne se porte pas bien parce qu'il a fallu racheter, les investisseurs ont fallu, le PDG a été obligé de racheter
les actions pour montrer que la L'entreprise. confiance, Ouais, pour susciter la confiance, pour montrer que le titre se porte bien, mais malheureusement, la saignée continue. Donc, le véritable problème, c'est quoi? C'est que ces entreprises shortent les titres, donc ils vendent à découvert et ils provoquent la mauvaise santé En répandant parfois des informations qui ne sont des pas rumeurs, fausses, voilà. qui ne sont pas vraies Tout autant à pour fait. moi. Le deuxième indice de la suspicion, c'est que 95% de leurs victimes sont des entreprises asiatiques. Et c'est à ce niveau que nous disons que la Security and Exchange Commission, l'entreprise qui est chargée de réguler la bourse, on attendait d'elle des mesures fortes. Ces mesures ne sont jamais venues. Oui. On a conclu qu'il y avait un feu orange. Donc c'est pour cette raison qu'on peut estimer que on peut se poser des questions. Est-ce que le capitalisme chinois est inquiète à Washington au point où la rumeur peut être utilisée comme une arme de déstabilisation des entreprises chinoises cotées en bourse? Parce que justement, comme vous le relevez, et c'est assez important pour le noter, ces cabinets d'analyse financière qui ont pignon sur rue sont généralement des cabinets occidentaux, notamment américains, mais comme vous le soulignez, 95% de leurs travaux sont consacrés aux entreprises chinoises. Ça veut dire qu'il y a, on pourrait dire même carrément, une indication de s'occuper du cas des entreprises chinoises qu'on redoute véritablement du côté de l'Occident. Tout à fait. Il y a quelques entreprises européennes qui sont aussi passées à la trappe, notamment Casino. Muddy Waters a publié un rapport pour dénoncer les fraudes au sein du distributeur français, comme quoi le distributeur français masquait ses dettes. Et cela a été un feuilleton presque, parce qu'il y a eu plusieurs épisodes. Casino a répliqué, Muddy Waters est revenu à la charge. À un moment donné, Carson Block, le PDG de Muddy Waters, a même dit que Casino avait chargé un spécialiste du contre-espionnage français de le suivre et qu'il avait démasqué et il avait même livré son nom. Donc des affaires extrêmement effroyables, mais également cocasses en même temps, qui montrent que le commerce ou bien le capitalisme de nos jours n'est pas une partie de plaisir. Et que lorsque vous êtes sur un marché, et qui plus est, lorsque vous êtes en bourse, il va falloir faire face à des actions qui proviennent de l'adversaire et sous des formes tout à fait variées. Ici, il est question, comme dans le dispositif de l'extraterritorialisation de la législation américaine, de mobiliser la vertu. Parce que tous ces cabinets, qu'il s'agisse de Gotham City Research, Iceberg Research, Citron Research, Blaze Research, tous ces cabinets ont tendance à utiliser la vertu en disant nous sommes là pour mettre de l'ordre. Éviter qu'il y ait de la dérive, éviter qu'il y ait de l'immoralité dans la finance, éviter qu'on fasse n'importe quoi, alors qu'en réalité, ils font l'inverse. Alors, nous sommes là pour veiller à la vertu. Mais on se rend compte que même aux États-Unis d'Amérique, nous avons des députés, nous avons des sénateurs qui instruisent des enquêtes tous les jours sur des entreprises européennes basées aux États-Unis d'Amérique ou sur des entreprises américaines qui ont maille à partir avec la vertu dans les affaires, l'éthique dans les affaires. Nous pouvons citer l'ancienne sénatrice du Massachusetts. J'ai cité ses propos dans le livre. Elizabeth Warren, qui est d'ailleurs candidate à la candidature du Parti démocrate, qui disait, je cite, « Combien d'embargos faudra-t-il violer? Combien de sales boulots faudra-t-il mener pour qu'enfin on ferme une banque comme celle-ci ?» Parlant de HSBC. Et nous savons tous les conclusions auxquelles elle est également parvenue en analysant les actions de Goldman Sachs. Oui. Donc, si vertu il y a, elle n'est pas l'apanage d'un pays ou d'une entreprise. Si vice il y a en affaires, ce n'est pas l'apanage d'un pays ou de l'autre. Oui. Ce qui est en cause, c'est la mobilisation de la manifestation de la vertu ou bien du vice dans les affaires pour détruire la concurrence. Justement. Alors, je vais prendre un extrait de votre livre pour compléter ce qu'on vient de dire. La percée du capitalisme asiatique inquiète-t-elle aux États-Unis d'Amérique? Existe-t-il un plan de guerre visant à limiter sa montée en puissance?
Toujours est-il que 95% des entreprises soumises au lynchage boursier via les rapports financiers à charge sont des success stories des bourses de Hong Kong, de Singapour, etc., donc des entreprises asiatiques. Le temps de s'acclimater, les entreprises chinoises auront payé le prix fort de cette guerre d'un genre nouveau dont le schéma rappelle l'extraterritorialité du droit américain. Il s'agit d'une concurrence dissymétrique, les entreprises américaines partant dans la compétition avec l'a priori de la vertu. Aguerries par des lois strictes depuis des décennies, elles ont acquis la culture de la conformité, l'art de dissimuler leurs cadavres ailleurs que dans les placards. Ça revient un peu à ce que vous dites, ça veut dire que ce n'est pas que les entreprises américaines sont vertueuses, c'est qu'elles ont l'expérience de la conformité, elles ont l'expérience du contrôle et elles savent, mieux que les autres, dissimuler leurs cadavres. Tout à fait. C'est un peu caricatural, c'est une image que j'utilise quand j'assimile la conformité à l'art de poster ces cadavres ailleurs que dans les tiroirs. Parce que vous savez, lorsque dans les films policiers, un inspecteur, un enquêteur arrive et qu'il veut découvrir des cadavres, il ouvre le placard directement. Il ouvre le placard parce que c'est dans le placard que généralement on cachait les corps. Alors les entreprises ont appris à dissimuler les cadavres ailleurs. Ouais. Donc quand vous venez, vous ouvrez le placard, vous ne trouvez rien. Alors vous concluez qu'elles sont conformes. Donc c'est un appel à la mise à niveau des entreprises chinoises parce qu'elles doivent comprendre que maîtriser le commerce, maîtriser l'innovation, monter en grade, c'est important, mais cela ne suffit pas. Mais est-ce qu'ils ne l'ont pas déjà compris, les Chinois, avec la nouvelle orientation où le président Xi Jinping veut désormais que la Chine investisse dans l'influence? Parce que ce que font ces cabinets, en réalité, c'est de l'influence. Tout à fait. Les Chinois apprennent très vite. Donc, il faut compter sur eux. Et cette guerre financière qui utilise l'arme de la communication boursière, cette guerre va entrer dans une deuxième phase. D'ailleurs, c'est la conclusion de ce chapitre. À un moment donné, on s'est rendu compte que lorsque un cabinet de recherche financière publiait une analyse, un autre cabinet publiait une contre-analyse. Donc les entreprises chinoises ont compris le jeu et sont prêtes à riposter le plus vite possible. Donc l'entreprise n'agit pas à découvert. Elle allume un deuxième feu pour éteindre le premier feu. Donc c'est une guerre et il faut être actif. Elles ont pris une décennie pour se rendre compte qu'il y a une instrumentalisation des notions de conformité. Et elles ont pris quelques années seulement, entre 2 et 3 ans, pour monter les cabinets contre d'autres cabinets. Alors, on parle de cette notion de bourse. Nous sommes obligés, parce que nous sommes sur Vox Africa, d'essayer de ramener ça à l'Afrique. On a du mal à situer l'Afrique par rapport à cela. Est-ce qu'il y a des entreprises africaines qui sont cotées dans des bourses? Lesquelles? Quelles sont les plus importantes? À quoi est-ce que cela rime pour l'Afrique? Bon, les entreprises africaines sont cotées en bourse. D'ailleurs, avant d'arriver aux plus importantes, nous pouvons parler de Jumia. Certes, elle n'est pas une entreprise africaine, mais elle a des filiales dans plusieurs pays africains. Alors, Jumia vient d'être victime d'un rapport d'analyse financière de Citron Research, qui est un cabinet d'analyse financière, qui est le plus ancien d'ailleurs, parce qu'il compte près de 160 rapports, et des rapports qui ont abouti soit à des fermetures d'entreprises, soit des destitutions de PDG, soit des destitutions de cabinets d'audits internationaux. Ça, on l'a vu par le passé. Donc, Citron Research, il y a quelques jours seulement, a accusé Jumia d'avoir menti sur sa vraie valeur lorsque Jumia entrait en bourse il y a 2 semaines seulement. Donc, c'est une affaire d'actualité. C'est comme pour dire que personne n'est épargné. Alors, prenons une entreprise lambda, nous n'allons pas indexer une entreprise précise, qui est cotée à la bourse de Lagos et qui est un concurrent sur un segment d'activité économique d'une grande entreprise américaine. C'est très simple. Pour que cette entreprise soit malmenée en bourse, un rapport peut être sorti, comme celui de Citron Research, comme celui de Anonymous Research, parce qu'il y a un autre cabinet qui n'a pas de nom. Au moins, on sait que Gotham City, c'est Daniel Yu, etc. Mais on ne sait pas qui est Anonymous. Vous voyez juste un rapport qui a atterri. Donc,
Si un rapport pareil devait sortir, toutes les places boursières du monde réagissent de la même manière. Les investisseurs sont frileux. Lorsqu'il y a une rumeur, la première tentative, c'est d'aller vendre. Bien sûr. Vendre Par des valeurs, prudence, parce qu'on a peur de tout perdre. Voilà, donc, les entreprises africaines ont une taille modeste. Très modeste. Oui, très modeste. Ouais. Parce que quand vous voyez certaines entreprises, vous avez l'impression qu'elles sont présentes dans 28 pays, mais après vous voyez la capitalisation boursière, 1 milliard de dollars. Bon, en 2 mois, 1 milliard de dollars. En 2 heures à la bourse, on ramène 1 milliard de dollars à 500 millions de dollars. On peut même ramener ça à 200 millions de dollars. Parce qu'il y a une bonne partie de cette capitalisation boursière qui représente le goodwill. Ça veut dire la confiance. Ce n'est pas les actifs. Donc, il ne faut pas penser que, comme les places financières, les places boursières africaines sont modestes, l'Afrique est en marge de cette menace. Pas du tout. L'Afrique est exposée autant que toutes les autres unités politiques et économiques du monde à toutes les autres manifestations du capitalisme outrancier qui se manifeste sous la forme de l'économie à somme nulle. Ce que je gagne, tu le perds. Alors, qu'est-ce qu'on peut recommander justement aux Africains, à ceux qui nous regardent, aux décideurs qui nous écoutent, par rapport justement à cette protection des entreprises africaines? Parce que depuis quelques années, il y a l'émergence de certaines entreprises africaines et on se rend compte qu'il y a des capitaines d'industrie qui ont de l'ambition, qui veulent aller dans cette compétition-là, mais malheureusement, on n'a pas toujours les instruments. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est, dans un premier temps, il faut d'abord reconnaître que c'est l'entreprise qui est au cœur de la création de la richesse. Je pense que ce n'est pas toujours le cas dans la plupart des pays africains, parce qu'on a l'impression, en regardant l'actualité de tous les jours, que les dirigeants politiques identifient des capitaines d'industrie, des investisseurs locaux comme des adversaires, des personnes qui, à force de se constituer un capital économique, peuvent transformer cela en capital symbolique et conquérir le pouvoir politique. Donc, c'est cette impression qu'on a. On l'a vu dans plusieurs pays. On l'a vu au Bénin, on l'a vu au Nigeria, on l'a vu dans la plupart des pays où des personnes ont utilisé le pouvoir politique pour détruire des investisseurs parce qu'ils avaient peur que ces investisseurs deviennent des concurrents. Ça veut dire qu'ailleurs, pendant que dans la plupart des pays asiatiques, américains, occidentaux et certains pays africains, on se bat pour fabriquer des champions, pour avoir des véritables capitaines d'industrie, dans la plupart des pays africains, on cherche plutôt à les détruire, on cherche plutôt à les combattre. Oui, les dirigeants politiques de ces pays concernés. Oui, c'est une mentalité propre à certains pays, notamment les pays de subsaharien francophone. Oui, on l'a vu au Bénin, la guerre Talon et Aïboni. Oui. Et aujourd'hui, on peut parler aussi, on l'a vu également en Côte d'Ivoire, on peut parler aussi aujourd'hui de la guerre Talon à Javon. Parce que à Javon aussi a un pouvoir financier conséquent, a une capacité de nuisance et aujourd'hui, il est en exil contraint effectivement par Patrice Talon. Exactement. Ce modèle est difficile est difficilement expérimentable aux États-Unis d'Amérique, où le libéralisme a établi que c'est l'entrepreneur, c'est le capitaine d'industrie, c'est l'investisseur qui est la figure de proue de la société. Alors, on ne trouvera jamais un schéma dans lequel un investisseur est malmené sur le plan local par des dirigeants, parce que imaginez un dirigeant politique sans ceux qui créent des emplois, sans ceux qui luttent contre le chômage, eh bien, est-ce qu'il sera réélu? Il ne sera pas réélu. En Afrique, on a l'impression qu'on est déjà réélu et qu'on peut se passer. Mais bon, pour rester quand même positif, ce n'est pas l'apanage de toute l'Afrique, parce que vous avez parlé justement de cette Afrique francophone une fois de plus, mais on se rend compte par exemple qu'un pays comme le Nigeria, visiblement, est sur la même voie que les États-Unis, parce que c'est le pays aujourd'hui qui a un certain nombre de capitaines d'industrie. D'ailleurs, la première fortune africaine vient du Nigeria, Aliko Dangote. On peut citer à côté de lui des autres investisseurs comme Tony Enoumelu, etc. Donc, le Nigeria est plutôt sur la bonne voie sur ce plan-là. Je suis parfaitement d'accord parce que le Nigeria, c'est le seul pays africain qui peut réunir quatre anciens présidents
Et ils parlent de façon conviviale. Ils n'ont pas peur de la répression du président qui est en poste en ce moment et tout. Donc c'est un pays. Le Ghana aussi. Le Ghana a aussi montré cet exemple. C'est des pays. Et regardez, l'Éthiopie est en train de prendre cette même option. La primauté à l'investisseur local, la primauté à celui qui crée la richesse et non plus aux politiques. Alors la guerre économique, c'est lorsque le dirigeant politique accepte de se mettre derrière pour que les entreprises, les firmes, les investisseurs locaux soient les diplomates, les véritables diplomates. Et l'entrepreneur est celui qui s'assied sur la confiance accordée par le dirigeant politique. Donc il faudrait que ces pays, ces dirigeants, parce que c'est des dirigeants précis, on suppose que avec la culture, avec l'ouverture, avec l'information qui est disponible, avec des analyses qui sont faites ça et là, les dirigeants à venir comprendront que le pouvoir politique en lui-même ne sert à rien s'il n'est pas porté par un dynamisme d'investisseurs locaux, un dynamisme d'investisseurs et de grandes entreprises. Mais ils le voient très bien, puisqu'on est un peu spécialiste du mimétisme en Afrique francophone. Ils voient très bien que lorsque les chefs d'État des autres puissances mondiales se déplacent, dans leur délégation, ce n'est pas des fonctionnaires, c'est des capitaines d'industrie pour la plupart. Quand Hollande arrive au Cameroun, c'est pas avec son gouvernement, c'est avec Bolloré. Quand le président chinois voyage, c'est avec les patrons de Huawei. Quand Donald Trump voyage, c'est avec les patrons des entreprises africaines, donc des entreprises américaines. Donc je pense qu'il le voit suffisamment. Il voit cette manifestation de la diplomatie économique, il reste donc à appliquer. Moi, j'estime qu'il est difficile à des personnes qui ont le logiciel de la diplomatie classique et de la conception classique du pouvoir politique comme la primauté de tous les pouvoirs, il leur est difficile de changer de logiciel. Par contre, nous avons espoir que des générations de dirigeants politiques à venir comprendront la nécessité de renverser la primauté et de mettre le pouvoir économique devant pour que le pouvoir politique soit plutôt un adjuvant qui encadre et facilite le travail de l'investissement. D'accord. Merci, Dr Simodium. Nous marquons un arrêt et nous venons conclure cette émission consacrée à la guerre économique. À tout de suite. Il nous reste une dizaine de minutes et même moins pour conclure cette émission, Dr Simodium, mais j'aimerais qu'on essaye d'avoir une approche didactique et je dirais même pédagogique par rapport à cette conclusion. C'est concernant l'Afrique, ce continent dont on parle beaucoup, qui est présenté comme le continent de l'avenir. Mais est-ce qu'on a assez tiré les leçons? Parce que là, on parle de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. C'est deux véritables marchés, c'est deux pays continents, alors que paradoxalement, en Afrique, on n'a pas réellement de marché. Alors, l'Afrique est dans un projet d'intégration des marchés. Ça fait des années. Hein? La zone de libre-échange, oui. Et visiblement, ces dernières années, l'Union africaine a accéléré le processus et le délai pour la mise en œuvre de cette zone de libre-échange est d'ailleurs prévu pour juillet. Donc, nous sommes en mai, dans 2 mois. Mais il y a beaucoup de réticences encore. Tout à fait, vous avez raison, sauf qu'il y a des réticences. Et la plus grande, la plus importante de ces réticences, c'est le Nigeria. Le syndicat du patronat au Nigeria a mis en garde le pouvoir politique parce que le Nigeria, c'est un pays qui produit suffisamment et qui a également un grand marché. Bien sûr. Alors, le Nigeria redoute d'être inondé par des produits qui viennent non seulement des autres pays africains, ce qui n'est pas le plus grave, mais des autres pays européens qui ont des rapports d'échange économique avec d'autres pays qui sont dans le projet de la zone de libre-échange africaine. Certains pays de la Méditerranée, notamment le Maroc, sont dans un rapport de libre-échange avec des pays la France, européens. par exemple, dans l'Union méditerranéenne. Donc le patronat nigérian redoute que la zone de libre-échange soit un pas vers le marché européen, c'est-à-dire qu'en signant la zone de libre-échange,
eh bien, le marché nigérian sera ouvert ouvert à la France. alors que dans la négociation des accords de partenariat économique, le Nigeria a fait partie de la configuration Afrique de l'Ouest et a imposé et obtenu un certain nombre de clauses pour protéger le marché de la sous-région. Et qu'à cela ne tienne, l'accord de partenariat économique a certes été paraphé et signé, mais il n'a pas encore été ratifié au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Il y a juste quelques pays qui l'ont fait individuellement, mais le Nigeria ne l'a pas. Ça veut dire que le Nigeria est conscient des enjeux géoéconomiques et ne peut pas se jeter dans cette entreprise d'une manière spontanée. Ouais. Le Nigeria se donne le temps d'étudier la question. C'est pour cela que jusqu'à l'heure où nous parlons, le Nigeria n'a pas encore signé l'accord de libre-échange continental. Et ça va être une condition importante pour la mise en œuvre effective. Parce qu'un accord pareil sans le Nigeria, il n'aura pas une très grande signification ni un grand impact sur l'intégration commerciale en Afrique. L'Afrique, pour l'instant, est la zone dans le monde où les échanges économiques internes sont encore les plus bas. Le taux d'échange entre les pays africains ne dépasse pas les 3%, alors que dans certains pays, on est à 16%, dans certaines régions, on est à 16%, dans d'autres, on est à plus de 20%. Donc le défi, c'est d'amener les Africains à échanger entre eux. Et maintenant, la difficulté, c'est amener des Africains à échanger entre eux, alors que les Africains ont des engagements, ça et là. Ouais. Le même problème se pose en Afrique centrale, où un pays, le Cameroun, a signé les accords de partenariat économique avec l'Union européenne, alors que ses voisins ne l'ont pas fait. Alors, ces pays se posent aussi des questions. Lorsque nous entrons dans une zone de libre-échange avec le Cameroun en Afrique, que devient l'accord de partenariat économique que le Cameroun a signé avec l'Union européenne? Ça, c'est des questions qui se posent. Et lorsque nous aurons des réponses à ces questions et que le Nigeria sera suffisamment rassuré et qu'il aura pris des mesures précises, peut-être la zone de libre-échange continentale se mettra en place. Alors, qu'est-ce que vous répondez pour terminer à ceux qui pensent justement que cette zone de libre-échange continental n'est pas à proprement parler le fruit d'une volonté des dirigeants africains qui voient encore derrière la main de l'Union européenne pour essayer effectivement de déstructurer le marché africain. Parce qu'il y a des accords de partenariat économique qui ont été signés et aujourd'hui, quand on sait le poids que peut avoir encore l'Union européenne sur l'Union africaine, il y a des analystes qui estiment en fait que cette zone de libre circulation n'est pas le fruit de l'Union africaine, mais c'est l'Union européenne qui avance masquée. Tout à fait. Il y a cette façon de voir, mais avec la taxe Kagame qui visait à autonomiser, à endogénéiser le financement de l'Union africaine, on avait espoir qu'à la longue, même si des instruments sont mis en place sous l'influence de l'Union européenne, à terme, l'Union africaine destine ces instruments à des fins purement endogènes. Cela signifie quoi? La zone de libre-échange peut même être structurée sous l'égide du financier principal actuel de l'Union africaine, qui est l'Union européenne. C'est possible. Mais, dans le long terme, les Africains peuvent se l'approprier et l'utiliser pour une véritable intégration, à condition d'être coupés des financements européens. Parce que le temps que c'est l'Union européenne qui va subventionner l'Union africaine, il sera difficile à l'Union africaine de prendre des mesures qui garantissent le commerce en Afrique, parce que l'Union européenne a encore d'énormes intérêts à vendre ce que ces entreprises produisent sur le marché africain. Merci beaucoup, Dr Simojom. Nous arrivons au terme de cette troisième émission consacrée à la guerre économique. C'est une série. Nous nous retrouvons jeudi prochain à la même heure sur la même chaîne pour une nouvelle édition. Je vous recommande une fois de plus La guerre économique. C'est le livre du Dr Simojom. C'est un ouvrage qu'il faudrait absolument lire. Madame, Monsieur, retrouvons-nous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir à tous.